Alors, bien bonjour. Bienvenue à cette deuxième édition du Festival des technologies vertes. Alors, en cette journée de l'industrie, en première conférence ce matin, avec un panel sur la démarche d'éco-conception avec perspective de cycle de vie. Voilà, avec trois invités. Alors, le panel vise à explorer des cas d'application de la pensée cycle de vie dans le contexte d'une démarche d'éco-conception. La session expliquera les bases de l'analyse du cycle de vie et son intégration dans un processus d'éco-conception et donnera la parole à trois pionniers du domaine. Alors d'abord, je vous présente M. Elliot Moller, associé de recherche au CIREG. Alors, Elliot est titulaire de diplôme de génie de l'IMT Atlantique, anciennement l'École des mines en France, et d'une maîtrise de recherche en génie chimique de Polytechnique. À l'heure actuelle, il est impliqué à la fois sur des projets méthodologiques, tels que l'intégration de méthodes d'impact dans différents logiciels ACV, par exemple, et aussi sur des projets industriels. Alors voilà. Nous avons aussi M. Jérôme Gosset, président, fondateur de Chemicals. Alors, créé en 2018, la compagnie a pour mission de développer des voies de recyclage de résidus alimentaires en produits à haute valeur ajoutée. Et M. Denis Alexandre Brulotte, il a une formation d'ingénieur mécanique qui travaille depuis dans les domaines de la recherche-développement, au départ dans le secteur de télécommunications par fibre optique. Et depuis 15 ans, il œuvre au sein de l'équipe d'Arjo, Recherche et Développement à Magog, et occupe maintenant le rôle de gestionnaire de programme d'innovation en amont. Alors, excellent panel. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour tout le monde. Nombreuses personnes dans le public. Et merci beaucoup au Festival des technologies vertes pour nous donner l'occasion d'aborder ces sujets extrêmement intéressants. Et merci bien sûr aux deux autres panélistes qu'on a présentés juste à présent pour nous faire part de leur expérience dans cette démarche d'éco-conception qu'on a eu l'opportunité avec qui on a eu l'opportunité de travailler avec vous, le CIREG, pendant cette démarche-là. Je vais commencer rapidement. Donc, les panélistes vont se présenter un petit peu à nouveau, mais plus en termes de votre entreprise. Qu'est-ce que vos organisations respectivement permettent d'apporter, enfin, quelles sont leurs activités. Je vais aussi présenter le CIREG, qui est l'organisation pour laquelle je travaille. Puis ensuite, je ferai une rapide présentation sur très rapidement, qu'est-ce que l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie, et en quoi l'analyse du cycle de vie, ou ACV, peut permettre de répondre à ces préoccupations qui sont soulevées par les démarches d'éco-conception. Et ensuite, chacun des deux panélistes pourront présenter l'expérience qu'ils ont eue et voilà, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie et les résultats qui en ont découlé dans leurs activités respectives. Donc sans plus tarder, donc le CIREG, c'est le Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable. C'est donc un centre de recherche qui est associé à l'Université Polytechnique de Montréal, à l'ESG UQAM, et également à deux universités en Suisse, l'EPFL et l'HESSO, et dont l'objectif de ce centre de recherche, c'est vraiment d'élaborer et de mettre en œuvre les mesures de la durabilité, de façon assez large. Pour être un peu plus précis, donc on a la chance d'avoir à la fois toute une thématique recherche avec un grand nombre d'étudiants à la fois en maîtrise, en PhD, et aussi des postdoctorants. On a 5 professeurs associés à notre centre de recherche, mais en plus de ça, on a toute une équipe d'analystes qui peuvent se concentrer sur vraiment l'application de la recherche, des cas appliqués avec des organisations, et en particulier des organisations comme Chemicals et Arjo, pour lesquelles on peut réaliser ces démarches-là, principalement des ACV, donc analyse du cycle de vie, mais aussi toutes sortes d'autres études qui ont trait à la durabilité. Bien. Ensuite, je vais te laisser, Denis Alexandre, présenter Arjo. Merci. Donc, moi, je travaille pour Arjo. C'est une société suédoise publique. On a un centre de recherche et de production à Magog. On est environ 200 employés. Et puis, Arjo fait des solutions de mobilité pour les patients en perte de mobilité, principalement pour le transfert, comme on voit ici. Et puis, bon, c'est quand même une société qui est assez grande, 6500 employés dans 100 pays. Et puis, ça fait 25 ans qu'on fait ça à Magog. Merci. Et Jérôme?
Oui, bonjour, moi je suis Jérôme Gosset, donc j'ai fondé Climical en 2018. Moi j'ai une expérience dans le domaine de l'énergie, du génie chimique, et la mission qu'on a donnée à Climical, c'est effectivement de transformer des déchets alimentaires pour les revaloriser, si possible dans l'industrie alimentaire, en faisant des molécules à haute valeur ajoutée. Donc nous on va s'intéresser en particulier aux sucres qui sont dans certains déchets agricoles, pour essayer de les transformer dans des molécules qui ont une forte valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, on est encore en stade pré-commercial et on est en train de finir notre première phase de développement technologique. Parfait, merci beaucoup. Et ça qu'on trouvait intéressant dans ces deux profils, c'est que c'est donc deux compagnies complètement différentes. Vraiment complètement différentes, très différents, ouais. et à des stades de développement différents de leurs produits également, et ça peut montrer justement toutes ces opportunités qui permettent d'apporter l'ACV dans l'éco-conception, que ce soit vraiment au stade de conception ou à un stade déjà où, avec une technologie bien implémentée et des produits bien développés. On va pouvoir rapidement avancer sur ça. Donc tout d'abord, très rapidement, qu'est-ce que l'éco-conception ? Donc j'ai repris tout simplement la définition des normes ISO. C'est une notion qui est encadrée par des normes ISO et donc qui explique que l'éco-conception, c'est la prise en compte systématique durant le processus de conception et aussi de développement des produits, des impacts environnementaux, puis on verra que c'est une notion qui peut être très large, qui sont générés tout au long du cycle de vie du produit, ce qui est une notion très intéressante, très importante sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, et tout ça sans compromettre les autres paramètres de performance, à savoir principalement la fonctionnalité et le coût de ces produits. Donc l'éco-conception, ça permet d'identifier et de corriger les points chauds, c'est-à-dire les endroits tout au long du cycle de vie du produit et notamment de la phase de production, mais pas uniquement, dans lesquels on peut améliorer les impacts environnementaux en venant apporter certaines améliorations ou différences de conception. Et donc ainsi, l'éco-conception permet d'améliorer l'efficacité du produit en réduisant par exemple la consommation de ressources ou d'énergie pendant la phase de production ou tout au long de son cycle de vie, en améliorant l'efficacité énergétique des produits par exemple, et tout en réduisant si possible les coûts liés à ces deux postes. Et puis, en faisant ça, ça permet de protéger l'image d'une entreprise en réduisant les risques liés aux problématiques environnementales, etc. Et donc, comme on l'a vu, pour la première étape d'une démarche d'éco-conception, c'est bien de faire une analyse des impacts potentiels d'un produit afin de savoir sur quels éléments travailler afin de les réduire de façon la plus efficace possible. Et donc pour ça, il y a plusieurs outils qui existent. Un de ces outils, c'est l'analyse du cycle de vie, ou ACV, qui permet justement de faire cette étude d'impact potentiel. Donc qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie ? C'est une méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux qui peut également s'intéresser aux impacts sociaux et aux impacts économiques d'un produit ou d'un service. Et puis elle est également encadrée par des normes ISO, les normes ISO 1440 et ISO 1444 notamment, avec d'autres normes qui viennent plus rentrer dans la précision de certaines formes d'analyse du cycle de vie. Donc c'est, en plus d'une méthodologie, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, ce qui est vraiment ce qu'on recherche dans une démarche d'éco-conception, puisqu'elle va permettre de comparer deux systèmes, que ce soit deux designs d'un même système proposé par une entreprise ou un système proposé par une entreprise avec un autre système d'une entreprise concurrente ou un système de référence dans le domaine afin de vraiment pouvoir évaluer lequel des deux est préférable d'un point de vue environnemental. Et donc, non seulement ça peut permettre de faire une comparaison entre deux systèmes, mais ça permet également de faire une analyse de contribution des impacts d'un produit et donc d'identifier les principaux contributeurs au score d'impact d'un système, c'est-à-dire les points chauds dont on parlait tout à l'heure et qui sont indispensables à identifier au tout début d'une démarche d'éco-conception. Et donc la particularité de l'analyse du cycle de vie, c'est vraiment d'offrir une vision exhaustive sur deux dimensions. La dimension des activités incluses tout au long du cycle de vie d'un produit, comme on peut le voir ici,
Donc une analyse du cycle de vie va vraiment s'intéresser au produit depuis l'acquisition, l'extraction des ressources, jusqu'à la fin de vie du produit, idéalement le recyclage ou une autre fin de vie, en passant par toutes les étapes intermédiaires que sont la production, qui sont les étapes sur lesquelles les entreprises ont le plus d'impact souvent, mais également les phases de distribution, les phases d'utilisation des différents produits par les utilisateurs finaux, et puis voilà, et toutes les phases de fin de vie. Donc l'ACV va vraiment s'intéresser à l'intégralité de ces étapes-là, avec plus ou moins de précision en fonction des données qu'on peut collecter et des leviers d'action qu'ont les entreprises sur ces différentes phases. Mais en plus de ça, l'ACV permet d'avoir une vision exhaustive sur différents indicateurs d'impact environnementaux, pas seulement sur le changement climatique, qui est vraiment la problématique qui est la plus connue et la plus étudiée actuellement, mais aussi sur un très grand nombre d'autres indicateurs environnementaux, notamment l'empreinte eau, les effets sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine, sur l'acidification des sols, sur l'utilisation des ressources, etc. Et donc le fait de pouvoir étudier à la fois l'impact environnemental d'un produit sur toutes les étapes du cycle de vie et sur différents indicateurs environnementaux, ça permet de faire quelque chose de fondamental, qui est de mettre en évidence, afin d'essayer d'éviter les déplacements d'impact ou les potentiels déplacements d'impact. Puis ces déplacements d'impact-là, ils peuvent avoir lieu sur différentes phases du cycle de vie du produit, c'est-à-dire qu'on va venir améliorer l'impact de la phase de production, mais potentiellement au détriment de la phase d'utilisation ou de la phase de fin de vie, si jamais par exemple on a un produit qui est beaucoup moins recyclable, ou qui est beaucoup moins énergétiquement performant. Mais aussi d'un indicateur d'impact vers un autre. Si on réduit grandement l'impact sur le changement climatique, mais qu'on utilise beaucoup plus d'eau, ça peut être très détrimental également. Et puis, on peut aussi avoir des potentiels d'impact géographiques, par exemple. Des déplacements d'impact géographique, par exemple, pardon. Et donc, très rapidement, l'objectif donc d'une ACV, c'est de modéliser tout d'abord toutes les étapes d'un produit. Encore une fois, on veut aller le plus précisément possible et avoir le plus de données primaires disponibles, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça que le travail des producteurs et des concepteurs de chacun de ces produits-là est vraiment vraiment primordial à cette étape-là pour avoir le plus d'informations de premier plan pour pouvoir les modéliser le plus efficacement possible. Et ensuite, donc d'utiliser toutes ces données-là pour les modéliser afin de pouvoir calculer l'intégralité à la fois des ressources qui sont nécessaires sur tout le cycle de vie de production d'un produit et d'utilisation d'un produit, mais aussi toutes les émissions qui ont lieu vers l'environnement, que ce soit vers l'air, vers l'eau, vers le sol, etc., pour calculer ensuite de ça leurs impacts environnementaux. Et donc une fois qu'on a récupéré toutes ces données-là, on peut construire des modèles qui sont assez complexes et complets, et puis sur lesquels on se base beaucoup sur des bases de données. On a la chance d'avoir des bases de données assez complètes pour réaliser ces études-là, en plus des données primaires qui sont collectées. Et ce qui est vraiment important également dans une ACV et dans une démarche d'éco-conception, c'est qu'on ne va pas aller comparer deux produits en tant que tels ou deux services en tant que tels. On va vraiment s'intéresser à ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire la fonction à laquelle va vraiment permettre de répondre le produit. On ne va pas comparer deux voitures, on va comparer le fait de se déplacer sur deux voitures, ce qui prendra en compte notamment la durée de vie, l'efficacité de chacun de ces produits-là, etc. C'est vraiment une notion très importante en analyse du cycle de vie, la fonctionnalité et l'unité fonctionnelle. Bon, le reste, c'est moins important. Et donc voilà, donc comme je le disais, on va permettre de comparer des unités fonctionnelles ou des fonctionnalités et pas des produits en tant que tels. On va comparer le fait de se déplacer sur 1 kilomètre, on va comparer le fait de transporter un mois d'épicerie et pas simplement un sac en coton et un sac en plastique, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens d'un point de vue de fonctionnalité et d'utilisation de ces produits-là. On va venir comparer une ingestion de protéines par exemple et pas simplement 1 kilo de bœuf et 1 kilo de soja, ce qui ne ferait pas beaucoup de sens. Voilà, je pense que j'ai quasiment fini, et donc grâce à cette modélisation et à cette première étape donc de modélisation des systèmes sur tout leur cycle de vie, on va pouvoir obtenir les inventaires de ce qu'on appelle des flux élémentaires, c'est-à-dire de toutes les ressources qui sont utilisées et de toutes les émissions qui sont émises sur tout le cycle de vie, qu'on va pouvoir traduire en impacts environnementaux. Comme je vous disais, il y en a un très grand nombre qu'on peut voir, donc des changements climatiques, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'acidification, l'eutrophisation, les impacts sur les ressources, les impacts sur l'eau, l'utilisation des terres, etc. Puis ensuite, on va venir agréger ces indicateurs-là pour avoir des indicateurs un peu plus spécifiques, globaux, sur la santé humaine, sur la qualité des écosystèmes ou sur l'utilisation des ressources auxquelles viennent participer tous ces indicateurs un peu plus spécifiques.
Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que permet l'ACV? C'est d'évaluer des impacts potentiels sur tout le cycle de vie d'un produit et sur un grand nombre d'indicateurs environnementaux, d'évaluer les scénarios les plus probables. Comme je disais, pour toutes les phases de production, on arrive à avoir des données primaires, mais pour toutes les phases d'utilisation, on est obligé de se baser sur des probabilités, des moyennes, des données qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre. Puis on verra comment est-ce qu'on a pu modéliser ça dans les deux cas qu'on va présenter par la suite. Et donc voilà, et donc ça permet de dresser un portrait comparatif et de comparer deux produits et de voir les points chauds sur lesquels on va pouvoir avoir le plus d'impact et donc avoir des impacts les plus efficaces possibles sur l'environnement. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Est-ce que Jérôme, tu veux commencer en présentant la démarche qu'a pris place? Donc dans notre cas, comme je disais, on est en phase pré-commerciale, en phase de développement de notre solution. Et donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de guider nos travaux, de guider nos recherches, savoir où est-ce qu'il faut qu'on fasse porter les efforts par rapport à l'état de l'art qu'on a en laboratoire. Et puis accessoirement, en parallèle, quand on fait des demandes de subventions pour financer notre développement, on doit justifier de l'impact environnemental positif de notre solution. Donc il faut qu'on soit au moins capable de donner des informations sur où est-ce que sera notre solution, de quoi on parle comme bénéfice pour la solution. Donc pour ça, on a besoin de ce genre d'analyse de cycle de vie qui va venir justement sur les principaux paramètres, l'énergie évidemment, l'eau, éventuellement les espaces au sol, qui sont souvent les 2-3 paramètres qui sont dans les demandes de subventions en particulier. Donc là, on avait besoin de cette démarche-là. Donc c'est le travail qu'on a entrepris avec vous l'an dernier, de venir informer finalement, de faire notre premier modèle pour venir comprendre un petit peu dans quelle direction travailler. Et moi, ce qui m'a quelque part surpris, en tout cas, ce qui était nouveau pour moi, j'avais bien en tête que dans une des étapes de notre procédé, il y avait probablement trop de consommation d'énergie. Donc ça m'a pas trop surpris de voir que ça sortait comme un gros poste. Mais tu parlais de tous les facteurs, en particulier ce qui rentre dans la technologie. Et là, moi, j'ai découvert à quel point le choix de notre solvant organique, parce qu'à un moment donné, dans notre procédé, on utilise un solvant organique pour traiter les déchets. Et je me suis rendu compte à quel point ce solvant avait un impact très important. Et ça va probablement nous orienter peut-être même vers devoir changer de solvant dans le futur parce que l'impact pourrait être trop important. Donc ça, c'était comme tu vois, pour nous, dans une phase de développement, c'est le moment de prendre en compte ce genre de choses. Et puis, l'autre facteur sur lequel moi j'ai beaucoup appris, c'est les paramètres qui ne sont pas essentiels pour la performance économique, je dirais, du procédé en tant que tel, de notre solution, mais qui sont super importants pour la performance environnementale. Et donc, c'est des paramètres que le laboratoire avec lequel on travaille, l'université avec laquelle on travaille, les chercheurs ne regardent pas spontanément parce que c'est pas ça qui va faire l'objet d'une publication. Mais par contre, on s'est rendu compte que vous aviez plein de questions pour nous sur ces paramètres-là auxquels on mesure pas. Alors, il y en a certains, on n'est pas capable au stade du laboratoire de le faire, comme des bilans d'énergie, des choses comme ça. Mais il y en a certains, par exemple, combien il reste de notre produit dans les effluents qu'on n'est pas capable de traiter, quels sont les types de choses, de sous-produits de notre... Et ça, ça, pour moi, ça a été très important de réaliser et d'identifier les paramètres qu'on n'avait pas l'habitude d'aller regarder et qu'il nous fallait pourtant informer si on voulait avoir une estimation un tant soit peu raisonnable. Donc pour nous, c'est vraiment un outil pour nous guider dans nos travaux, dans nos développements et comprendre finalement dans notre prochaine étape en termes de travail d'ingénierie, c'est le genre de paramètres qu'il va falloir qu'on aille explorer, déterminer, évaluer. Vraiment, plaisir. Et puis c'est intéressant de voir justement ce que tu disais, que c'est pas parce qu'on a des impacts qui sont primordiaux sur l'environnement que nécessairement ça implique des coûts qui changent énormément. Ça peut être très... Voilà, c'est ça, parce que le solvant en particulier organique, là, c'est pas forcément quelque chose de très cher, mais c'est juste que ça nous pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on est capable de vraiment bien le recycler à l'intérieur de notre procédé, donc pour en consommer beaucoup moins. Et même si on en consommait moins, tu vois, l'impact peut quand même être trop important et fait que notre procédé, du coup, ou notre solution moins intéressante en termes de bénéfices environnementaux. C'est des questions hyper importantes pour nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que Denis Alexandre, tu voulais continuer sur...
Ouais, je peux, mais j'avais une question. Mais vous, est-ce que vous compariez quelque chose ou Alors, vous cherchiez comme un absolu de votre procédé? Nous, on essaie de se comparer. Alors, quand on a fait l'étude, la molécule finale ou le produit qu'on cherchait à établir, on était plutôt sur un marché de bioplastique. Donc, venir remplacer des plastiques qui viennent du pétrole par des plastiques issus de biomasse. Okay. Parce que finalement, dans le produit qu'on peut faire, il y a une certaine flexibilité et donc on peut adresser différents marchés. Aujourd'hui, on a un peu quitté ce marché-là. On est plutôt, comme je disais, sur l'alimentation. Okay. Mais quand on a fait l'étude, on était vraiment à se comparer à des plastiques fossiles. Donc là, ce qu'on cherchait à comparer, c'était l'équivalent la fameuse unité fonctionnelle, voilà, le comparatif. de l'unité fonctionnelle du plastique. Voilà. Donc on était sur cette démarche-là. Et en regardant ça, effectivement, on voit que ce qui sortait, c'était effectivement quelques postes, là, comme je mentionnais, le solvant. Et puis on avait, au stade où on a encore beaucoup d'incertitudes. Mais je dirais pour nous, c'est pas grave. Je dirais c'est normal à ce stade. Mais ça nous permet de savoir là où il faut qu'on travaille, effectivement. Et ça qui était vraiment intéressant aussi sur l'unité fonctionnelle, justement, c'est est-ce qu'on veut comparer des kilos de plastique ou est-ce qu'on veut comparer ce à quoi vont servir ces kilos de plastique-là, parce qu'ils ont des performances thermiques, de conservation, des poids différents. Et donc c'était vraiment la question, et puis on a eu beaucoup de discussions sur ça, sur où est-ce qu'on met les frontières du système, comment est-ce qu'on définit vraiment ce qu'on utilise. Bien qu'on ait fait le travail sur ce plastique-là, aujourd'hui, comme je disais, on est plus à regarder vraiment de plus près le marché de l'alimentation, parce qu'en termes juste économiques, c'est probablement un marché plus favorable pour nous. Mais tout le travail qu'on a fait, on a gardé en tête la méthodologie. Et justement, maintenant, quand on regarde ces applications, on se pose des questions du genre, bon, okay, si je remplace tel approvisionnement, donc on ne parle plus de remplacer une solution qui vient du pétrole par une solution qui vient de la biomasse. On est plus à remplacer peut-être un approvisionnement plus lointain par un approvisionnement plus régional. On est en train de remplacer aussi des débouchés des déchets actuels, parce que certains déchets agricoles doivent être traités. Donc aujourd'hui, ils ont une voie de traitement qui a certains impacts. Ouais. Donc on est amené à se poser la question effectivement de attention, qu'est-ce qu'on remplace ? Parce que peut-être que dans une application donnée, si on remplace un usage c'est pas forcément favorable. Donc, ça nous a amené effectivement à regarder au-delà de notre, juste de dire ça c'est un bon marché économiquement, c'est de se dire attends, il y a peut-être même à l'intérieur de ce marché-là des usages ou des applications ou certains même clients qui auront qui sont dans un contexte qui fait que la solution sera intéressante ou sera avec un impact environnemental pas très intéressant. Donc on a gardé cet état d'esprit-là, cette philosophie-là. Ouais. C'est parfait, c'est l'idéal, je pense. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous aide. Oui, c'est incroyable. C'est bon. Nous, chez Arjo, ce qu'on a fait, en fait, on souhaitait, ce qu'on voit l'image, on la voit en haut à droite. Donc, le cas d'étude, c'était les harnais pour transférer les patients. Et puis, on a 3 types de harnais. Donc, c'est la bande bleue là, sur la taille de la personne qui est dans le levier. Et puis, on avait 3 types de harnais. Donc, il y en a qui sont à usage patient unique. Donc, le patient reçoit le harnais au début de son séjour, puis à la fin, il est jeté, le harnais. Ça évite tous les problèmes de buanderie et de contamination croisée, tout ça. Ensuite, il y a des harnais qui sont lavables, qui sont envoyés à la buanderie. Et puis, il y a des harnais qui sont essuyables. Donc, entre chaque patient, le préposé essuie, nettoie le harnais. Donc, ça, c'était le cas d'étude. Et puis, ce qu'on voulait, nous autres, c'est accroître notre connaissance. Donc, on voulait pour faire des choix de design, des choix de produits plus éclairés, puis peut-être éventuellement même informer nos clients et nos vendeurs sur quel type de produit choisir. Et puis, le résultat, c'est un comparatif qu'on a ici, qu'on ne voit pas super bien, mais c'est un comparatif. Donc, à gauche, c'était le usage unique. C'est ces 3 indicateurs. Et puis, en bleu, c'était usage unique. En rouge, c'était lavable. Puis, en vert, c'était essuyable. Donc, on voit clairement que le punch, là, c'est que un de nos constats, c'est que l'usage unique était un facteur 10 par rapport aux autres en termes d'impact environnemental sur l'énergie, le climat et l'utilisation de l'eau. Donc, c'était des croyances qu'on avait, nous, chez nous, mais on n'avait pas d'argument pour l'appuyer. Au R&D, on cherche à promouvoir certaines solutions. Puis là, ça nous a permis ensuite, c'est un des gros gains d'ailleurs, là, ça nous a vraiment permis d'avoir confiance dans nos convictions puis nos croyances d'avant. Là, maintenant, on était chiffrés, on était basé sur des données. Ça, cette étude-là que vous avez fait pour nous, c'est ce que ça nous a donné. Puis vraiment, c'est ça l'impact, c'est la confiance qu'on a eue en faveur des produits essuyables. Ouais. Donc, ça, c'était le cas d'étude. C'était vraiment... on en reparlera, je ne sais pas, mais c'est les limites du système. C'était quelque chose qui était quand même surprenant.
vu qu'on a fait un système assez gros, parce que l'unité fonctionnelle, c'était livrer une année de soins. On ne peut pas comparer produit à produit parce que l'usage unique vit 7 jours, tandis que le lavable vit 7 ans, mais il est lavé 50 fois par année. Donc, on a dit, on va comparer une année de service, donc de transfert de patients dans une unité de soins de 25 lits. Puis c'est ça qu'on a étudié. Puis là, il y a des résultats surprenants. Je pense qu'il y a encore des résultats après si tu veux passer on peut passer. Bien, ça, c'est le détail, mais dans les résultats, par exemple, quand on regarde sur les... à gauche, c'est le washable qu'on appelle, donc le lavable. La partie mauve, c'est en fait l'impact de laver la toile. Toutes les petites lignes en bas, là, pour madame. Merci d'être là. Toutes les petites lignes en bas sont les autres étapes pour se rendre à l'usage qui est en mauve, et en vert complètement en haut, c'est quand tu jettes le produit ou tu le recycles. Donc là, c'est là que le système qu'on a pris, il était très gros, puis on a réalisé que, ouais, OK, notre portion de production est minime. Puis si on voulait vraiment avoir un impact, il fallait dire à nos clients, utiliser l'électricité pour sécher et non le gaz, laver à l'eau froide, tout ça. Donc, ça nous a montré que des fois, le système, il devient tellement gros que tu n'as plus d'influence dessus. On n'a pas d'influence sur comment que les gens vont laver nos toiles. Par contre, ça nous a aussi donné la chance de créer une base de données pour comprendre ces étapes-là. Ensuite, on pourrait travailler seulement sur ces étapes-là, puis comparer différentes solutions, puis les améliorer. Comme en bleu, par exemple, c'était l'extraction des ressources. Donc, si on était sur du recyclé, on serait bon. Puis ici, c'était l'essuyable. Donc, le résultat intéressant, c'est que le mauve, c'est l'usage du produit. Puis le plus gros contributeur, c'est les lingettes pour essuyer le produit. C'est ça. On s'est même rendu à peser des lingettes pour savoir il y avait combien d'eau dans la lingette, peser des contenants de lingettes parce qu'on calculait, puis il y a plus de plastique dans les contenants de lingettes que dans le produit. Donc là, c'était comme, on ne peut rien faire là-dessus. Mais on a quand même acquis toute cette connaissance-là. Là, les couleurs ne sont pas bonnes, mais je sais que le gris, je pense que c'était l'impact sur la matière première parce que c'est des polyuréthanes, tout ça. Mais ça nous a quand même aiguillé sur... On a fait des constats sur, wow, il y a des choses qu'on ne contrôle pas qui ont énormément d'impact. Puis ça nous a... Mais quand même, on voit que dans l'ensemble, les orientations à prendre, elles étaient bonnes parce qu'on se rappelle, ici, on était 10 fois moins que l'usage unique, tout de même. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, la limite du système, des fois, ça peut faire paraître que ton impact n'est pas très grand. Mais, somme toute, c'était ça, entre autres, certains résultats là, qui nous ont surpris. Non, mais c'est vraiment intéressant, encore une fois, on se ramène aux unités fonctionnelles et à la question que je développais tout à l'heure, de dire, oui, on a beaucoup d'informations sur toutes les phases de production, parce qu'on a l'accès à ça. Sur toutes les phases d'utilisation, on en a très peu, donc on est obligé de passer sur des hypothèses, sur des données moyennes, sur des données collectées comme on peut auprès de nos clients, mais quand on a une base tellement large de clients dans le monde entier, c'était pas possible. Donc c'était vraiment intéressant de faire ça et puis d'étudier justement c'est quoi le meilleur cas possible, les meilleures recommandations sanitaires, c'est quoi au contraire si on utilise beaucoup plus de lingettes par toile, et puis ça a un impact énorme évidemment sur les résultats. C'était intéressant d'étudier ça. Mais il faut toujours le remettre en contexte par rapport à cette première slide dans laquelle on voit que peu importe, même si on double l'impact c'est ça, même si on s'est trompé d'un facteur 2 ici, tu sais, on est encore beaucoup moins là. Donc même si nos modèles n'étaient pas... Oui. Oh, wow, une question en plus. On est chanceux. Ça? OK, parfait. Je me demande, est-ce que le fait que l'utilisation prend autant d'importance dans le produit, ça fait qu'on porte moins d'importance au choix de nos matériaux, rendu là à l'équipe de conception? Bien, on pourrait penser ça, mais c'est un des constats aussi, c'est-à-dire, si je veux vraiment, sur une année d'usage de produits, même si je rentrais, par exemple, du coton organique ou du plastique recyclé, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais si tu diminues ton système et tu regardes toile contre toile, là, tu peux avoir un impact. Mais globalement, sur vraiment le service rendu, ça a peu d'impact. Puis, est-ce que ça a amené la compagnie à réfléchir s'ils voulaient enlever le single use? Non. Ou non? Non, parce qu'en fait, là, si tu pourrais grossir ton système puis tu dis, s'ils n'ont pas accès aux toiles, ils ne mobilisent pas les patients, quel est l'impact de tout ça? Fait que c'est peut-être mieux, globalement, de jeter des toiles, mais de bien mobiliser tes patients. Mais par contre, ce que ça nous a fait réfléchir, c'est, nous, à O.R.D., on a poussé pour nos portfolios à avoir une offre.
dans l'essuie-glace pour qu'au moins les clients ils aient le choix. Donc, au lieu qu'il y a certaines, ne pas être pris prisonniers de seulement devoir jeter parce qu'ils n'ont pas des bons systèmes de buanderie. C'est très complexe, la buanderie des médicales, là. Les draps, ça va bien, mais dès que tu sors des draps de ça, c'est compliqué. Donc, leur offrir des opportunités de sortir du usage unique. Ça, c'était un de nos objectifs. Ça pourrait peut-être motiver des nouveaux modèles d'affaires. On serait précurseur. En fait, ce qu'il faut arriver à faire peut-être, c'est laver les toiles pour nos clients et qui payent pour des toiles, utiliser des toiles qui ont été lavées et non achetées et jetées. Donc, nous, de monter ce modèle d'affaires-là, c'est quelque chose qu'on aimerait réfléchir. Donc, leur offrir la solution, si vous n'êtes pas capable de gérer votre buanderie, on pourrait peut-être le faire pour vous, puis réduire cet impact-là, puis passer sur du lavable. C'est vrai que quand on voit les chiffres là, que tu as montrés, ça donne envie de se dire il faut que vous alliez contrôler au moins ce qui se passe dans l'usage, que vous allez aider le client à mieux gérer. Parce que si l'impact résiduel qui reste, c'est avant tout le lavage ou le nettoyage, ça donne envie de dire il faut qu'on aille. On peut les influencer, prendre des gros contenants. Ou leur amener des solutions, ou travailler avec les fournisseurs de lingettes. Ceci étant dit, on n'a pas pu se rendre à bien communiquer ça aux clients, parce que nous autres, c'était très poussé comme analyse. On voulait créer de la connaissance. On n'était pas on n'était pas tiré par le marché à comprendre, mais plus à la R&D de comprendre des orientations de portfolio, des choix technologiques, et quels seraient les impacts. Oui, puis c'est vraiment intéressant ce que tu disais, justement de sortir un peu de ce regard uniquement en production et de se dire comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à impacter les clients d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment aussi ce qui permet de voir quand on voit que ce hotspot est tellement important, ce point chaud est tellement important sur la place du jazz, ça oblige à se poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées à l'origine. Non. Nous autres, on se rappelle, on avait des conversations avec plein de vendeurs sur « Ouais, mais il faut que tu chauffes l'eau ici, là, puis tu sèches, là, ça pollue, t'es bien mis dans les jetables, tout ça. Puis là, c'était toutes des croyances. Qui avait raison, on ne savait pas. Là, maintenant, ça nous a permis de dire « Non, regarde, c'est sans équivoque, là. » Moi, c'est ça. Ça m'a vraiment convaincu de travailler. D'ailleurs, on travaille sur des gammes de produits essuyables maintenant. Parfait. Grâce à ça. Et même pour le single use, si je peux revenir sur ça, on avait aussi fait des analyses de sensibilité ou sur différents types de matériaux, par exemple, et on voyait que ça avait un très fort impact sur les résultats. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ces résultats? On n'avait pas tant d'impact que ça sur les matériaux d'origine. Même si on la faisait, c'est la quantité de toile que tu consommes qui était le problème. C'est la masse totale que à chaque 7 jours, à chaque 7 jours, il y a une toile qui était achetée. C'était de l'ordre de 700-800 toiles qui étaient consommées versus tu achètes 15 toiles, tu les laves 50 fois. Puis la même t'a rendu le même service. Là. C'est sûr. Fait que même si tu arrives avec une toile jetable à partir de matières recyclées, tu l'as quand même traité, transformé, transporté, jeté, incinéré. Donc, mais ça serait mieux, ça. Oui, c'est ça. Mais je me souviens qu'on avait fait au moins une étude sur du coton versus du plastique, puis il y avait quand même des résultats intéressants sur ça. Oui, de passer, par exemple, il y avait un produit qui était à usage unique basé sur du coton. Mais l'amener au plastique, là, on voyait vraiment la diminution d'impact sur l'eau. Ça, c'était significatif. Malheureusement, le produit n'arrivait pas à les mêmes performances. En fait, ce qu'on appelle la souplesse, si on plaçait le coton par du plastique, on simule un drap qui est laissé sous le patient sur le lit. Donc, on a besoin de quelque chose qui est très près d'un feeling de drap. Puis le plastique n'arrive pas à simuler cette j'ai le mot en anglais, c'est drapability, mais cette souplesse. D'accord. C'est vraiment intéressant. Mais ça aussi, c'est de se dire que le but de l'éco-conception, c'est pas de changer complètement notre produit, c'est de garder le même produit et d'améliorer ses performances, mais tout en gardant la même fonctionnalité. Et donc, c'est le point que tu rapportes est vraiment important aussi. Mais par contre, ça peut poser la question du est-ce qu'on va essayer de se fournir dans avec du coton cultivé dans des meilleures conditions? Est-ce qu'on va essayer de contrôler un peu plus ce que tu réalises, c'est que tu as un petit impact, malheureusement. C'est comme on passerait d'une toile à usage unique, matière vierge versus recyclée sur l'ensemble de l'œuvre. Malheureusement, pas beaucoup d'impact. Ceci étant dit, on a intérêt à le faire parce qu'on crée l'économie circulaire, on crée la demande pour la matière recyclée. Puis après ça, on s'assure que le produit en fin de vie, que ce soit une bouteille, quelque chose, ça redevienne une toile. T'sais, nous autres, on aurait un incitatif à le faire. Puis après ça, tu peux quand même revendiquer ça. Puis les clients sont réceptifs à ça. Bien sûr. Non, c'est évident. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça.
Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ces slides-là? Je pense Non, qu'on les c'est a bon. bien étudiés. Parfait. Moi, j'avais quelques questions pour vous. Peut-être, Oui. je sais pas combien de temps. À combien de temps est-ce qu'on est à peu près? Je sais pas le temps. Je sais pas l'heure, moi. Mon téléphone n'est plus accessible. 7h37. C'est parfait, on a encore quelques temps pour les questions. Merci. Timekeeper, ça va être toi, là. Exactement. Alors moi la question que j'avais par rapport à ça, tu as un petit peu répondu, mais j'aimerais peut-être aller un peu plus en profondeur dans ça, sur comment est-ce que vous avez justement communiqué d'une manière ou d'une autre ces résultats. On a entendu que c'était compliqué, mais puis à la fois ce qui m'intéresse de savoir, c'est à la fois en interne, à l'intérieur de la compagnie Arjo, parce que c'était une petite entité peut-être qui avait commandité cette étude et qui se posait ces questions-là, et ensuite de ça à l'externe. Premièrement, à l'externe, on n'est pas allé. Mhm. Ensuite de ça, parce que c'était pas l'équipe, au niveau marketing, tout ça, ils n'envoyaient pas le besoin. À l'interne, quand on communiquait aux autres parties prenantes, on a beaucoup simplifié le rapport, plus axé le rapport sur les résultats, peu sur la méthodologie, malgré que c'est ça le cœur de l'histoire. C'est la collecte de données, modélisation du système, c'est extrêmement complexe. On n'a pas expliqué tout ça. On a juste focalisé là-dessus. Puis, les gens au début, pas surprenamment, mais les gens ils savaient c'est quoi une analyse de cycle de vie. Ils avaient une petite idée, très réceptif. C'est une bonne idée de penser à ça, c'est une bonne idée de réfléchir comme ça. Ensuite, l'unité fonctionnelle, ça c'était parfois nouveau. Oui. Parce que tu ne peux pas comparer produit pour produit. Il faut que tu compares service. Puis que là, les gens ont assimilé ça. Puis non, les gens ont bien reçu ça. Mm-hmm. Puis la suite, tu vois, les analyses de cycle de vie, là, nous, on était précurseurs. On poussait ça. Depuis, la compagnie s'est positionnée sur des opérations plus durables, puis est en fait à mesurer l'impact de ces opérations, puis en fait établir des cibles de réduction sur l'ensemble de ces opérations. 6 500 employés, 100 pays. OK, c'est quoi notre impact? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Donc, bon leadership là-dessus. Puis, l'ACV, dans le processus de conception, va prendre de plus en plus de place. Puis, on en fait un peu comme tu as dit, la philosophie reste, la mentalité reste, le fait de regarder plus large, de dire, oui, mais là, sur 15 ans, là, ça va être quoi l'impact de ça? Là? Puis là, maintenant, on réfléchit comme ça sur des choix. Oui, tout de suite, ça a l'air mieux. Mm-hmm. C'est le même prix, ça nous en donne plus. Oui, mais tu es en train de surconsommer. Tu as vraiment besoin sur 15 ans, c'est quoi l'impact? Puis on mesure pour quantifier. Fait que ça a été bien reçu à ce niveau-là. Parfait, c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr dans ce que tu dis, c'est que on voit que ça change en ce moment. Les entreprises se posent beaucoup plus ces questions-là. C'est beaucoup plus des questions qui sont faciles à faire comprendre l'importance de ces choses-là. Oui, c'est sûr que si le leadership de l'entreprise est là, comme développeur de produits, ça donne les coups des franges pour proposer des alternatives. Ouais. C'est pas juste l'aspect économique, c'est de dire, OK, maintenant on peut arriver à la table et dire, il y a cette solution-là qui coûte X% plus cher ou celle-ci qui coûte X% plus cher, puis le bilan environnemental, il est comme ça. On peut supporter ça. On peut supporter un meilleur bilan environnemental parce que maintenant on a une politique, tout ça. Maintenant, ça rentre. Puis ça vient aussi répondre à des nouvelles normes, des nouvelles aussi réglementations qui se mettent en place petit à petit. Puis comme on le voyait aussi, c'est un des buts de l'éco-conception, c'est aussi de réduire les risques dans le futur sur ces futures normes qui pourraient arriver, ces futures réglementations. Ouais. Donc c'est sûr que plus on est à l'avance à répondre à ces questions-là, plus on réduit ces risques et on améliore nos performances aussi. Ouais. Merci beaucoup. Et Jérôme, une question que j'avais... pardon, vas-y. Est-ce que maintenant, vous voulez l'implémenter sur chacun des produits que vous allez développer ou c'était vraiment pour cela parce qu'il y avait une partie jetable? Idéalement, sur chacun des produits qu'on développe, on voudrait le faire, mais on ne le fait pas encore. Graduellement, on va le faire. Puis des fois, il y a des produits on peut tellement pas changer de choses que même si on ferait une analyse du passé versus le futur, l'impact ne serait pas là. Mais on souhaite en faire davantage. Mais en fait, c'est vraiment comme Jérôme disait, c'est comme une mentalité qui rentre. C'est-à-dire, on a des choix technologiques à faire, on ne regarde pas sur les bénéfices court terme seulement. On regarde sur, OK, ça va être quoi l'impact sur 10 ans? Parce que nos plateformes peuvent vivre en 10 et 15 ans un produit. Là, tu commercialises pendant 10 à 15 ans, tu en mets 100 000, 200 000 exemplaires sur le marché. Quand tu fais la somme de 100 grammes de scie fois 15 000 fois 10 ans, là, c'est comme 1 500 000. OK, wow, là. Tu commences à réfléchir sur cet impact-là et cette vision à long terme-là. Ah, c'est sûr. C'est bon. Non, merci. C'est vraiment intéressant ce genre de questions. Une autre question que j'avais pour toi, Jérôme, c'était justement, donc toi, la démarche que vous avez faite, elle est beaucoup plus à une étape beaucoup plus avant dans la conception, je dirais. Et qu'est-ce que tu vois comme avantage de se poser ces questions-là si tôt dans la démarche,
Est-ce que parce que il y a un des paradoxes de l'éco-conception, c'est que plus on avance dans les phases de conception d'un produit, plus on a des données sur ça, plus on a des choses un peu connues sur ça, mais moins on a de possibilités de les modifier et d'avoir des impacts dessus. Donc comment est-ce que tu vois un petit peu la réponse à ce paradoxe? L'avantage de s'en préoccuper aussitôt, c'est justement que même si on n'a pas beaucoup de données, on a quand même là il y a un facteur 10 et nous il y a quand même des contributions qui ressortent par rapport à d'autres. Donc même si on a beaucoup d'incertitudes, il y a quand même des choses qui ressortent et ça nous guide déjà. Et effectivement, ça nous aide à partir dans les bons choix. Ça veut dire par exemple concrètement pour nous là, l'histoire du solvant, ça va devenir une priorité, si tu veux, de probablement changer de solvant avant d'améliorer quoi que ce soit d'autre dans le procédé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au solvant. Donc ça va changer notre plan de développement, notre recherche. Et donc ça, c'est super important qu'on le fasse maintenant, parce que si on développe une solution avec où on rencontre un mur ensuite avec une solution qui n'est pas viable, on va nulle part là. Donc pour nous, c'est très important, même si c'est préliminaire. On n'a pas d'engagement vis-à-vis d'atteindre un certain niveau de performance, mais c'est vraiment indicatif pour nous et c'est très précieux. Et ça change aussi parce qu'on sait que dans les phases suivantes, effectivement, il nous faudra, pour aller chercher davantage de financement ou d'aller chercher des partenaires ou de convaincre simplement des clients que notre solution, parce que intrinsèquement notre produit, ça va être comme des molécules qui existent déjà, mais faites de façon beaucoup plus durable. Il va falloir prouver ça à nos clients. Donc progressivement, il va falloir aller chercher ces paramètres-là. Et c'est très important pour nous de comprendre quelles sont les informations qu'il va falloir qu'on aille collecter dans nos phases de développement ultérieures pour pouvoir démontrer effectivement à nos clients et même leur garantir ensuite, peut-être même des choses qu'on va devoir suivre en permanence pendant la production pour pouvoir démontrer à nos clients qu'effectivement les produits qu'on leur livre, ils ont bien un impact environnemental qui est réduit. Donc pour nous, c'est effectivement très important d'identifier ces paramètres. Dès les premières étapes. Ouais. C'est des gros Y là. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à le faire, il va falloir qu'on aille les mesurer, il va falloir qu'on se préoccupe effectivement qu'à chaque étape, je sais pas, t'imagines un jour on a fait la conception d'une usine, il va falloir qu'on soit capable de dire à l'ingénierie, ça c'est les paramètres que vous devez absolument préserver, parce que sinon notre solution a beaucoup moins d'intérêt. Oui, et puis c'est ça qui était vraiment un challenge, je dirais, de cette étude-là, c'était de se dire, là on a une échelle vraiment de laboratoire. Évidemment, quand on va passer à l'échelle industrielle, il y a beaucoup de choses qui vont pas se scale up de façon linéaire. Et donc c'était cette question de se dire... évidemment, ça a été assez dur sur les épaules de l'étudiant qui a travaillé avec nous, parce que effectivement, on n'arrivait pas avec un dossier complet, et puis il a fallu que lui-même trouve les paramètres et puis nous aide à mettre le doigt sur effectivement, là attends, c'est pas clair, je comprends pas. Ah oui, mais là tu es en train de me dire qu'il y a tel effluent ou il y a telle chose. Donc c'était dans cette discussion, il a fait un super travail de défrichage d'une certaine façon pour nous aider à juste voir où est-ce qu'il y avait des choses qu'il fallait documenter. Parce que tout c'est une efficacité, un process pas très efficace à l'échelle du laboratoire, on s'en rend pas vraiment compte, ou beaucoup de pertes, ou beaucoup d'utilisation d'eau ou de quelque chose, on s'en rend pas vraiment compte, mais dès qu'on le met à l'échelle industrielle... on s'est rendu compte par exemple qu'il y avait une étape comme de filtration, de nettoyage intermédiaire, et c'est là que ça nous amène à nous rendre compte que l'étudiant qui fait la recherche au laboratoire, il se préoccupe pas trop de savoir combien il met d'eau, etc. Mais pour nous, on s'est rendu compte que c'était un point qui pouvait avoir beaucoup d'importance. Donc là, on lui a posé beaucoup de questions. Exactement, tu dilues combien de fois Donc on s'est rendu compte que même si on continue à faire comme ils aujourd'hui, c'était pas forcément un point majeur. Mais on a appris à cette occasion-là que probablement dans les prochaines phases, ou quand on ferait une machine un peu plus grosse, c'est probablement quelque chose qu'on aille regarder de près pour pas aller avoir des consommations d'eau qui soient pas durables, quoi. Donc ça, c'est des éléments effectivement. Et moi, je me dis que dans notre prochain prototype ou notre pilote, clairement, les aspects recyclage de nos solvants, recyclage de l'eau, etc. Je pense que c'est des aspects que moi j'aurais envie d'aller étudier très vite, avant peut-être même de faire un passage à l'échelle encore plus grande pour justement être sûr que notre solution, elle sait gérer tout ça, puis elle a le meilleur impact possible. Non, puis l'avantage là, c'est qu'il est double, c'est que non seulement on va avoir un gros impact environnemental, mais aussi un impact économique à l'échelle industrielle. Recycler ces matières premières, c'est clair, en boucle fermée, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Ça évite des gros détours inutiles. Surtout quand tu es rendu au pilote, tu as des gros investissements, tu as des choix, des orientations qui doivent être qui peuvent avoir beaucoup d'impact là.
Ah, vraiment. En fait, c'est un peu c'est comme notre juge final, c'est cet impact-là, parce que nous, l'idée d'aller chercher des matières premières, de les recycler dans les déchets, puis de les recycler, et c'est vraiment de venir faire cette substitution pour créer une économie circulaire. Donc tout ça, ça fait du sens que si on arrive à avoir un impact qui est suffisamment favorable. Donc c'est ça qu'il faut aller démontrer. Donc il y a une grosse partie qui vient de procéder. Il y a d'autres aspects dans la chaîne, comme on a dit, ce qui est en amont, mais le fait de relocaliser au lieu d'aller chercher des ressources très loin. Donc ça, c'est les avantages qu'on va pouvoir comptabiliser. Mais à l'intérieur même de notre solution technique, c'est l'objectif, c'est de livrer la meilleure performance environnementale aux clients, parce que c'est ça qui va faire l'intérêt de notre produit pour eux. Donc c'est important pour nous de le guider, et on s'est rendu compte à quel point c'était comme un regard extérieur sur la R&D et puis sur les travaux d'ingénierie. Donc c'est vraiment important d'avoir ce pilier-là, moi je trouve, pour piloter les deux autres. C'est pas l'ingénierie ou la R&D elle-même qui peuvent répondre à ces questions. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui regarde ce que ça donne à la fin. Et c'est super intéressant, très éclairant comme démarche. Considérant que votre entreprise est basée sur le fait que notre produit est environnemental, comment vous allez vous assurer? Est-ce que vous allez avoir une entité qui va toujours être présente pour s'assurer la continuité lorsque vous allez grandir? Ce que j'imagine effectivement, c'est parce que je pense qu'une des valeurs de notre produit va être effectivement de dire aux clients qu'ils vont effectivement améliorer leurs impacts. Donc je pense que nous, il va falloir qu'on le prouve, et il va falloir qu'on fasse du mesurage, qu'on fasse de la traçabilité, et je pense que ça va faire partie, comme on va devoir opérer notre machine, il va falloir faire ces traçabilités, faire éventuellement des mesures de prouver nos effluents, je sais pas, par exemple, on s'assure qu'on est toujours bien au niveau de performance qu'on a prévu, voilà, et je pense effectivement il faudra qu'on le fasse, ça fera partie de notre service, finalement, notre prestation. Ça va pas être juste un produit chimique qu'on va livrer, c'est un produit chimique avec certaines caractéristiques, donc il va bien falloir les démontrer. Bonjour. Bonjour. This is a general question. I'm trying to understand most of the French, but it's a bit tough. But so I took my initial training at CIREG, so I know, and we have a startup which does LCA also. So my question is, how do you reduce the cost of an LCA and make it much more simpler for most of them to use? I know you need specialists to do an LCA, and because we do that, but how do you generally make it less expensive and more open for people to do it? More, can you repeat the more? More easy for people to try out an LCA. For trial? For trying LCA, pour essayer une analyse de vie. For them to do one? Yes. Okay. We didn't get there yet. There's because yes, ours was extremely complex, I would say, and we went very far into details to understand each step of the process and get the right data, talk to the right people. We didn't get to that point where we could create some kind of easy life cycle analysis. This being said, recently what we did is just did a literature review and made an assessment, like within a week, looking at some papers, making like rough estimate, and say, okay, at least let's project us in the next 15 years and do some simple modeling, and it gives you kind of orientations. You cannot claim that, you cannot publicly disclose that, but at least it's part of the mentality, part of the philosophy to just try to make it simple by yourself and make rough estimate, simple models. So based on your experience, if you do a quick calculation, like a rough estimate, versus a very detailed LCA, what could be the approximate difference that you have seen? Oh, big ones? Yeah, I could not answer that because we didn't do that comparison. Do a simple one and then afterward do a detailed one and then compare. But the simple one, you need to be careful over your result, because you can easily miscalculate by a factor 2, 3, and then end up with biased results. But just if I can jump on this question very quickly, that's a very interesting question, and we are really trying to answer that, us as LCA experts. Of course, our answer is like
in an ideal world, you will always need to do a very complete LCA for that, and very detailed with all as much information as you can. But of course, you need to make it accessible as many people as possible. Many people are wondering those questions right now, and there are more and more tools, simplified tools that make it more and more accessible. But it's really a topic that's up for discussion right now, and like how to manage to be efficient, to have something as specific as possible and with the biggest quality as possible, but still with accessible prices, and not even prices, but just the time it takes and the number of data it takes. So yeah, that's a very interesting question, and a lot of people are trying to answer that question right now. So, yeah. Alors, merci infiniment. Merci. Alors, c'est le bon temps passe vite en bonne compagnie. Alors, c'était le panel sur la démarche d'éco-conception avec perspective du cycle de vie, avec M. Elliot Moller, Jérôme Gosset et Denis-Alexandre Brulotte. Merci et Merci. bonne fin de journée. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne journée.